Ce que je vous propose, c'est d'inviter maintenant donc Sandrine Doucelin et Nathalie Roland. Merci à tous les deux pour votre intervention. Donc, ils vont nous parler vous voyez, ceux qui ont tenté une vision prospective, hein, c'est-à-dire voilà, que va-t-il se passer dans les 10 prochaines années. On va vous le dire, c'est maintenant. Justement, dans ce travail que vient d'évoquer Michel sur la rénovation en cours du bac professionnel, donc du contenu, du référentiel du bac pro, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il nous demande ces perspectives. Et pour le dossier d'opportunité, donc si vous voulez, la rénovation d'un bac, c'est déjà, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce diplôme, il est utile à quelque chose? Et est-ce que finalement, il faut le conserver? Et il faut le conserver de cette façon-là. Donc c'est un travail mené avec beaucoup de partenaires. Et aussi, comme c'est un bac, comme disait Michel, il s'intègre dans un tout de diplômes, bac, BTS, etc., et avec différentes filières. Donc il faut que ce bac ait sa place et son statut spécial. Et du coup, nous, forcément, on défendait la place de la stérilisation dans l'enseignement de ce bac. Voilà. Alors, on nous a demandé un petit peu comment on voyait les choses. Donc effectivement, parmi les choses qu'on peut évoquer, déjà des choses qui sont réelles aujourd'hui, l'augmentation de l'activité. Donc on a parlé de centralisation, d'externalisation, mais en fait de certains chez d'autres. Donc forcément une augmentation d'activité dans certains sites, ce qui veut dire que forcément en termes de besoins en ressources humaines qualifiées, forcément vous avez la conclusion. Donc la politique de développement durable qu'on voit aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans lesquels tous les hôpitaux doivent s'inscrire, c'est une obligation, fait que beaucoup de questionnements arrivent dans nos stérilisations. Les dispositifs médicaux à usage unique, on a eu une grande vague, il fallait tout passer en usage unique. Puis alors maintenant, on a finalement, est-ce que tout ça c'est bien normal? Parce qu'on jette, donc c'est pas très écologique, donc on va refaire du réutilisable, donc de l'usage multiple. Donc là aussi, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Après, on a l'arrêt de la commercialisation de certains DM parce que on a des normes qui évoluent, un règlement européen qui évolue, et du coup, certains fabricants se disent « Oula, c'est quand même un peu trop compliqué maintenant tout ça, donc on va arrêter ces dispositifs à usage unique, puis voilà, on les arrête, point. » Donc nous, on se retrouve avec quoi? Et du coup, réutilisable, comment on fait? Et ça revient donc dans l'escarcelle des stérilisations. Après, on a aussi, on l'a vu, des prises en charge spécifiques. Donc tout ce qui est évidemment robotisation, on en a parlé, c'est des techniques, c'est une nouvelle façon de stériliser avec la basse température. Tout ça, c'est des évolutions qu'on a déjà en cours, mais qui n'étaient pas actées en tant que telles réellement dans ce diplôme précédemment, puisque ça n'existait pas. Donc c'est des évolutions qui vont se poursuivre. L'endoscopie, c'est un thème où on est borderline, certaines stérilisations le font, d'autres pas. Enfin, les pharmaciens sont responsables de certains services, d'autres non. Donc en fait, on est aussi sur quelque chose où on voit petit à petit dans les établissements beaucoup de demandes de prise en charge par la stérilisation de tout le domaine de l'endoscopie. C'est souvent aussi quelque chose qui est demandé maintenant. Donc comment demain ça sera fait? Et est-ce que l'évolution fera qu'on pourra donc tout passer en sté basse température et qu'on soit plus sur une désinfection de haut niveau, mais vraiment sur une vraie stérilisation? Donc là aussi, ce sont des évolutions. Ensuite, on a l'impression 3D. Donc beaucoup de choses aujourd'hui évoluent avec nos technologies et l'impression 3D. On voit aujourd'hui certains endroits où on va étudier, on a besoin de quelque chose très adapté aux patients et on va le créer avec l'impression 3D. Donc comment on traite ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Là aussi, on évolue. Donc voilà. La reprise, alors la prédésinfection sur le temps de prédésinfection donc au bloc opératoire en stérilisation par les équipes du bloc, par les équipes de l'AST. Bon, là aussi, il y a toujours eu un petit débat.
Mais voilà, le pharmacien est responsable de l'ensemble du processus de stérilisation. La prédésinfection en fait partie. Comment on travaille avec le bloc? Est-ce que la stérilisation est géographiquement proche du bloc ou pas du tout? On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans le temps, effectivement, la stérilisation, c'était un peu l'arrière-cuisine du bloc opératoire. Aujourd'hui, de moins en moins, on refait une stérilisation. Les établissements sont tels que on ne peut pas les faire coller au bloc la plupart du temps. Donc on a des questions de pré-désinfection et lien avec le process qui se reformulent différemment. Et du coup, nos agents de stérilisation, est-ce qu'ils vont aller dans les blocs opératoires? Est-ce que ce sont les agents du bloc opératoire, mais le pharmacien qui va aller voir et gérer et valider les process de pré-désinfection? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Et donc, si certains sites ont choisi de récupérer la pré-désinfection et donc d'envoyer les agents de stérilisation au bloc opératoire, même quand il n'est pas à côté de la stérilisation, et font des roulements ou font des choses comme ça. Donc tout existe à ce niveau-là. Le dentaire, alors on a parlé de robotisation, mais il y a aussi d'autres activités un peu plus spécifiques et pas toujours très faciles à gérer. Donc le dentaire, on a des facs qui créent des centres, on a des besoins, donc comment on gère ça aussi? Là aussi, dans l'enseignement sur le bac professionnel, voilà, comme vous l'ont dit les précédents orateurs, on a vraiment des besoins spécifiques. Quand on intègre quelqu'un qui vient du bac professionnel, on a besoin d'une phase d'intégration au sein de la stérilisation, parce que même si le process il est enseigné au niveau du bac, la réalisation concrète de l'activité, dans une stérilisation ou dans une autre, il y a des adaptations à faire. Et puis, il y a des spécificités de prise en charge de tel type d'EDM qu'on ne va peut-être pas retrouver dans une autre stérilisation. Donc, cette adaptation est nécessaire aussi. On a aussi donc vu tout ce qui est donc la recomposition. On parlait de différentes catégories professionnelles exerçant au sein de nos stérilisations. Voilà, les IBOD, historiquement, les IBOD recomposent. Bon, il se trouve qu'on est face à une réalité du marché de l'emploi des IBOD qui est quand même pas au lieu de sa forme. Et donc, aujourd'hui, les IBOD sont recentrés sur leur cœur de métier, qui est plus, historiquement, à la table du patient dans les blocs opératoires. Donc, soit effectivement, il y a des IBOD qui, pour X raisons, choisissent de venir en stérilisation et les établissements valident. Je connais des stérilisations qui ne fonctionnent avec aucune IBOD, aucune PPH et que des agents de stérilisation. Il faut bien se le dire, les aides-soignantes ne sont pas formées à la stérilisation dans leurs études. Donc, quand vous accueillez une aide-soignante, il faut la former comme quelqu'un lambda. La seule chose, c'est qu'effectivement, elle connaît le milieu médical, le milieu de l'hôpital, l'hygiène, etc. Mais elle ne connaît pas du tout la stérilisation. La PPH, la préparatrice en pharmacie, si elle a fait l'année hospitalière, elle est venue en stérilisation en stage, mais beaucoup plus sur le versant qualité, pas sur le versant production réellement. Et donc là aussi, ça demande un accompagnement. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a des stérilisations qui ne fonctionnent qu'avec des agents de stérilisation qui vont recomposer, prendre en charge des matériels complexes, tout type de boîtes, y compris les plus complexes, les prêts, etc., etc. Sans aide IBOD. Donc, d'où l'importance de ces formations et de ces bases pour recomposer, évidemment, correctement. La gestion de l'instrumentation chirurgicale, donc c'était ça, et aussi tout ce qui est développement dans l'axe qui n'existait pas forcément beaucoup au début, il y a 10 ans, c'est l'axe numérique. Donc on a vu nos stérilisations évoluer, les logiciels, la traçabilité à l'instrument, les logiciels de traçabilité, donc vraiment logiciel métier de stérilisation. Il faut un peu maîtriser les outils bureautiques. Voilà, on a des tableaux de bord, on fait des suivis, on fait des indicateurs qualité, on fait des choses comme ça, sur lesquelles, évidemment, on va pouvoir solliciter les agents de stérilisation en fonction de l'appétence de chacun à ces éléments-là. On a aussi, donc sur la traçabilité d'instruments, je vous l'ai dit, c'est aussi les évolutions. Et ça peut être aussi, on a certains sites qui vont aller, la stérilisation va aller jusqu'à préparer les chariots opératoires.
Donc, ou des agents de stérilisation avec un listing complet vont préparer le chariot pour le bloc et du coup, le lendemain, le bloc a son chariot filmé pour préparer son intervention, enfin se lancer dans l'intervention. Ce qui fait que parmi toutes les difficultés de manque de matériel au moment où on doit opérer quelqu'un, dans ces éléments-là, l'établissement a ce qu'il faut comme matériel. Et du coup, sur le circuit et les rotations de matériel, c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment jusqu'au bout du bout, jusqu'à quasi l'utilisation finale. Enfin, on a aujourd'hui, vous l'avez tous vécu, des crises sanitaires. Voilà, ça peut être comme celle du Covid, des cyberattaques, etc. Donc vous voyez qu'on est la cible de bien des événements. Et du coup, sur ces événements-là, eh bien, en stérilisation, on va nous demander quand même de pouvoir maintenir l'activité. Donc comment on fait pour rester sur un travail de qualité, dans des règles de fonctionnement qui sont quand même strictes, qui sont normées, et avec plus de logiciels de traçabilité, peut-être, quand on est cyberattaqué, plus de listing, bref, plus rien, mais quand même des instruments et quand même des patients en bloc opératoire qui ont malgré tout aussi besoin de se faire opérer, qu'on ait de l'informatique ou pas, ils ont besoin. Donc comment on réagit par rapport à ça? Et là aussi, les agents de stérilisation, on va leur demander d'être réactifs, d'être adaptables, de conserver les bonnes pratiques de stérilisation, quel que soit le cas de figure qui arrive. Et ça, c'est aussi des choses qui vont se travailler en amont, avec des procédures, avec des anticipations, voire des exercices. Et c'est des choses qui sont à l'avenir, on va dire, on va vraiment mettre l'accent dessus parce qu'on a par expérience vécu différentes situations pas toujours très agréables. Donc on va essayer de s'améliorer pour encore toujours la même idée, comment on maintient le service rendu au patient, comment on sécurise notre process, comment on est sûr que tout va bien se passer et qu'on a tout ce qu'il faut au bon endroit au bon moment. Donc voilà. Donc voilà un peu les perspectives qu'on avait partagées ensemble et avec l'éducation nationale. Et elles ne sont pas exhaustives, hein, bien sûr, parce que demain, on ne sait pas ce qui va se développer. On reste ouvert à toutes les nouvelles technologies, puisqu'on sait que ça évolue beaucoup dans le domaine des technologies. Donc les matières, enfin les matériaux, je veux dire, on sera amené à stériliser, comment ça va résister, etc. Et c'est tout le travail de partenariat, quand un matériel se crée ou se construit, de travailler avec une stérilisation pour l'entretien. Parce que quand on a vu arriver les robots, en fait les chirurgiens trouvent ça super, mais personne ne s'est posé la question de l'entretien quand même. Hein. Donc, et là, c'était un petit peu compliqué de se dire non, vous ne pouvez pas. Et même encore aujourd'hui, plus de 10 ans après l'arrivée des premiers robots, on a quand même encore des équipes chirurgicales qui ne se posent pas la question, qui vont faire valider au budget les investissements des robots, sans SBT, sans rien en stérilisation. Et là, on se dit stop, on ne peut pas raisonner robotique sans stérilisation à côté adaptée. Pour autant, c'est encore le cas 10 ans après. Donc vous voyez qu'on a encore plein de choses à faire. Alors, donc moi, je suis cadre sup sur Bichat Beaujon Bretonneau, mais j'ai été encadrante à la stérilisation de Louis Maurier, qui avait une spécificité de dentaire aussi. On a eu à cœur de beaucoup professionnaliser la sté de Louis Maurier. On a vraiment un besoin de gens formés, que ce soit avec le bac pro ou le titre. Hein. On a toujours besoin de plus d'agents de par les nouvelles prises en charge et puis surtout par ce transfert aussi d'activité, le manque d'IBOD, hein, mais aussi le manque de préparateurs maintenant, nous à la PHP, qui se fait sentir. Où on est en ce moment sur des réflexions d'agents upgradés pour leur donner quelques missions de responsables de production.
On est sur l'élaboration de fiches mission. On a vraiment une réflexion sur comment on arrive à donner du sens, enfin voilà. Donc du coup sur ces agents gradés, il nous paraît nécessaire que de toute façon ce soit des agents qui aient initialement une formation de STE. Hein, donc on est vraiment dans cette réflexion en ce moment. Pour être sur donc plusieurs stérilisations, on voit aussi toute la différence en termes d'agents qui ont un parcours de STE et une formation, et puis les agents qu'il faut accompagner, former sur le terrain. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, en termes d'évolution, moi en ce moment, Tatiana, qui passe aide-soignante, qui rentre à l'école d'aide-soignante, qui est rentrée à Louis Mourier il y a 6 ans. Elle devait avoir 17 ans, elle en a 25 aujourd'hui, qui rentre à l'école d'aide-soignante. Sur la Riboisière, on a une agent là qui rentre en DUST pour faire préparateur en pharmacie. Voilà, ce sont des évolutions possibles et envisageables. Et moi, je vous invite fortement à vous professionnaliser, à passer ces titres, le Greta pour ceux qui ne seraient pas passés par le bac pro. Il y a vraiment du travail et on a besoin de vous. Et on aimerait bien, malheureusement, on n'a pas... on n'a pas de candidat à la hauteur des annonces en ce moment, quoi. C'est une vraie problématique. Ouais. Alors c'est vrai que sur un terme de reconnaissance à la paix, c'est quelque chose, c'est un peu, c'est compliqué, hein, il faut faire bouger les choses. Par contre, c'est vrai que là, je sens qu'il y a un petit... Alors, c'est aussi par le fait de ne plus avoir de préparateur, de ne plus avoir... voilà, et de devoir trouver des solutions, d'interpeller les directions. Du coup, on sent qu'il y a un vrai intérêt, une vraie réflexion sur les agents de STE. C'est quelque chose qui bouge, en tout cas là, sur mon groupe. Voilà. Un petit point justement, parce que c'est pas totalement au programme du congrès, mais c'est un point qui est quand même important. Il y a quelques années, un pharmacien en région, sur Paris, me disait de toute façon l'espérance de garder un agent de stérilisation en poste est de l'ordre de 3 ans. Effectivement, parce que fatigue, lassitude, que sais-je encore. Alors nous, c'est vrai que maintenant, on a 15 plus 20, presque 20 ans de recul. Étonnamment, non. Étonnamment, non. Il y a des agents qui sont là depuis très longtemps et ça se passe très très bien. Et ils ne sont pas tous abîmés, ça va même plutôt bien, on est rassuré pour eux. Et effectivement, on voit des évolutions. Alors, il y a des évolutions donc sur des postes plus à responsabilité, c'est le cas de Tariq par exemple, ici présent. On voit également des évolutions et des reprises d'études donc sur des écoles d'infirmiers. Alors ça ne se fait pas tout de suite forcément, c'est pas forcément une course, ça peut être au bout de 4-5 ans. On voit des gens qui effectivement rejoignent, et ça c'est toujours une très bonne nouvelle aussi, le DUST de préparateur en pharmacie. Et ce qui est très intéressant, alors dommage aujourd'hui j'avais prévu, je voulais faire venir quelqu'un qui a suivi ce parcours-là, c'est de voir qu'il nous expliquait quelle était sa relation aux médicaments justement. Parce qu'un préparateur en pharmacie, par nature, on s'attend plutôt à ce qu'il ait une appétence pour le médicament. Mais en réalité, ce sont des personnes qui intègrent ces formations-là, mais pour rester en STE en réalité, pour prendre des responsabilités, mais en STE. Ils n'ont pas forcément, ils vont faire un peu de médicaments parce qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire, mais c'est pas ça. Au bout d'un moment, ils disent, bon, finalement, la STE, le côté process leur plaît,
Là où le médicament, ça reste quand même beaucoup de la dispensation, hein, et ça les intéresse finalement un petit peu moins. Donc voilà, donc dans des vraies évolutions, y compris, il y a sur ces dernières années, il y a un vrai cursus qui s'est mis en place avec une évolution au sein des équipes, ce que tu viens de souligner, mais également par le biais de formations, de reprise d'études. Et c'est pas mal, notamment pour des élèves qui arrivent à des fois un peu à bout de souffle en fin de bac. Ils sont très bons sur le terrain, mais l'école leur ras-le-bol, quoi. Et du coup, 4-5 ans après, la problématique est un peu différente. On a appris de la maturité, on a d'autres problématiques familiales, voire financières. Et on se dit peut-être, prendre un peu de responsabilité, ça pourrait servir. Voilà. D'autant plus que maintenant les DUST, on peut les prendre à l'hôpital. Donc du coup, c'est ce qui se passe avec l'agent de la Régouazière qui reprend un DUST et qui sait qu'elle peut faire son apprentissage DUST en milieu hospitalier et revenir comme responsable de prod préparateur, quoi. C'est pas le but de quitter la stérilisation.